RMC, After Afrique. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Afrique, votre nouveau podcast de l'After dédié au football africain. C'est déjà le 3e numéro de ce podcast inédit. Nous sommes à 10 mois maintenant de la prochaine Coupe d'Afrique au Maroc qui démarrera le 21 décembre prochain. Et d'ici là, 2 fois par mois, l'After débattra de l'actualité du foot africain avec des invités, avec Hamza Ramani qui est là comme lors de chaque podcast. Salut Hamza. Salut Gilbert, salut à tous. Notre 3e épisode sera consacré en grande partie à l'Algérie. Hamza, nous débattrons dans quelques minutes avec cette question. Que vaut l'équipe nationale algérienne aujourd'hui? Et dans un petit instant, nous recevrons Patrice Baumel qui était encore le coach du Mouloudia il y a quelques semaines. Hamza, on balayera l'actualité du moment ensemble, bien sûr. Et puis comme on est des gars sympas et qu'on aime faire des cadeaux, et ben le podcast After Afrique vous offre aujourd'hui un maillot de la JS Kabylie grâce à Kappa qui équipe le club. Pour gagner ce maillot, vous envoyez JSK par SMS au 732-16. JSK par SMS au 732-16. Alors même si vous écoutez le podcast bien après sa mise en ligne mi-février, vous pouvez jouer pendant un bon mois. Le tirage au sort du gagnant se fera courant mars. L'After Afrique, c'est parti. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. On va parler Algérie donc, et on accueille l'homme qui est encore champion en titre avec le Mouloudia. Patrice Baumel était le coach du champion d'Algérie 2024. Bonjour Patrice. Bonsoir à tous, bonsoir Gilbert, bonsoir Hamza. Très content d'être parmi vous. Nous aussi ravis, d'autant qu'on va pouvoir parler de cette belle aventure au Mouloudia qui s'est terminée il y a quelques semaines. Oui, parce que à l'heure où nous parlons, Patrice, vous êtes au Qatar, vous avez déjà rebondi ailleurs. Exactement, donc je sors de l'entraînement, j'ai signé avec le club de Salal. Et voilà, là je suis au stade Khalifa pour voir un match de Champions League. Voilà, donc une nouvelle aventure démarre sur un nouveau continent pour moi et très heureux voilà, de pouvoir voir un autre football sur ce magnifique continent et dans ce pays de football puisqu'ils ont accueilli la dernière Coupe du Monde. Donc les installations sont juste magiques. Comment ça s'est terminé d'ailleurs à Alger? Alors on a entendu avec Hamza que c'était une décision commune. C'est comme ça que ça s'est fait? Oui, ça a été une décision commune. Bien sûr, pas toujours facile à prendre parce que l'aventure de quasiment 2 ans a été incroyable. Une première partie, une fin de saison en 2023 où on finit quand même sur le podium 3e. L'année dernière qui a été une saison incroyable, on finit champion avec 12 points d'avance, on arrive à atteindre la finale de la Coupe nationale d'Algérie, on la perd mais voilà une année incroyable. Et puis cette saison où je pense qu'on est bien parti, on avait des matchs en retard dans le championnat mais on était avec ces matchs en retard, lorsque je pars potentiellement on était leader du championnat et puis on était second en Champions League donc l'objectif que m'avait donné le président et le board, c'était de pouvoir se qualifier au moins pour les quarts de finale de la Champions League et voilà, essayer de gagner, de garder ce titre de champion et puis avancer dans la Coupe nationale. Donc c'était un objectif ambitieux, mais on était dans les clous. Après, voilà, décision commune parce que c'est un club où c'est vrai, il y a tellement d'attentes, d'énergie, des supporters, de tout le monde que c'est passionnant. On y laisse beaucoup d'énergie et puis voilà, ça a été une décision commune après une défaite contre Hilal. Malheureusement, on prend la décision peut-être de changer parce que l'attente était telle qu'il y a aussi beaucoup de pression et voilà. Mais en tout cas, la volonté commune, c'était de laisser le club dans de très bonnes conditions. Et puis aujourd'hui, mon successeur a bénéficié d'une équipe en place, d'un projet en place, d'une philosophie en place, de joueurs, d'infrastructures et d'une dynamique. Et puis voilà, il a continué le travail puisqu'il a fini second en Champions League, ce qui lui permet de se qualifier pour le quart de finale de Champions League. Et puis avec les 2 matchs en retard, il a pu finir avec une victoire et un nul, champion d'automne comme l'année dernière. Donc tous les voyants sont au vert et même si ça a été un crève-cœur de quitter ce club, ce pays et cette ville, et puis ces supporters magnifiques, j'en garde un souvenir impérissable. Donc je suis plutôt fier du travail accompli et puis de l'héritage laissé puisque le club se porte, on ne peut mieux, quoi. Donc je suis très fier du travail accompli avec mon staff.
Qu'on comprenne bien quand même, c'est une sorte de fatigue, d'envie de déconnecter parce que, je sais pas, trop de pression. Enfin, c'est vrai que dans le foot, quand on dit séparation commune, on se dit toujours, tiens, c'est bizarre, il doit y avoir un truc qu'on ne sait pas. Non, c'est très simple. Moi, je suis quelqu'un, peut-être, quand je dis trop pur, c'est que je marche beaucoup aussi à l'affect. J'ai besoin de tout un soutien. Et lorsque un board me pose la question si après la défaite d'Hilal, est-ce qu'on est toujours dans l'objectif, est-ce que vous pensez et que je sens qu'il n'y a peut-être pas forcément le soutien, plutôt que d'aller au clash et de forcer les choses, c'est de dire si vous pensez ça, c'est que vous pensez peut-être à changer. On a discuté et puis voilà, je dis bon, voilà, on a perdu un match de championnat contre le CRB, on a perdu un match de Champions League qui, je pense, est peut-être notre meilleur match contre Hilal à domicile, dans un stade à huis clos. Voilà, et donc, moi, je pense que pour réaliser des objectifs, il faut tous être dans la même direction. Donc, à partir du moment où j'ai senti peut-être qu'il n'y avait pas tout le soutien, vous savez, c'est un club où il faut toujours gagner des matchs, gagner des titres. Et donc, je pense qu'il est toujours préférable de laisser le club lorsqu'il est dans une bonne dynamique, et pour moi c'était une priorité. Voilà. Donc savoir partir au bon moment, quoi, en fait, si je comprends bien. Alors il n'y a pas de bon moment parce que sincèrement, en toute honnêteté, j'aurais peut-être gagné les matchs jusqu'à la trêve, je serais peut-être parti, mais après on se dit non, puisqu'on est premier, on va aller plus loin. Non, c'est sincèrement, j'ai le sentiment d'avoir fait le job. Il faut savoir où on était lorsque j'ai pris l'équipe, le niveau que l'équipe avait, la place que l'on occupait, et puis 22 mois après, où on s'est situé, et sur la scène autant nationale que continentale, où le Mouloudia se situait. Et donc voilà. Et je pense qu'il y a aussi tout un apprentissage en Afrique et peut-être en Algérie. Il y a tout un apprentissage à faire aussi au niveau de la défaite. Parce que lorsqu'on regarde les géants en Europe, le City, certains clubs ou Manchester United ou autres, c'est vrai que ce sont des clubs qui d'habitude gagnent des titres, mais cette saison, un Pep Guardiola a souffert de 10 défaites, je crois, de résultats difficiles. Mais bon, non pas que je me prenne pour un Pep Guardiola, mais c'est vrai que City a soutenu son coach, l'a renouvelé. Donc moi, j'avais renouvelé d'1 an. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'était important si je pars, c'était de laisser l'équipe dans le meilleur état. Et voilà, et souvent, on dit peut-être de changer de coach, ça réinjecte un peu une dynamique. Alors, quand vous parlez des dirigeants, ça veut dire qu'il faut peut-être apprendre un peu à prendre de la hauteur et pas à la première difficulté vouloir tout chambouler, en fait, c'est ça que je comprends. Il n'y a pas que les dirigeants, parce qu'au final, c'est surtout en Algérie, et ça c'est un exemple pour moi, il y a une telle passion populaire, les supporters qui remplissent les stades. Je ne sais pas si vous avez regardé la dernière Supercoupe il y a quelques jours, entre le Mouloudia et le CRB, le 5 juillet était encore plein, il y avait entre 80 et 100 000 selon personnes au stade. Et c'est vrai que cette ferveur populaire, je vous dis, moi le Mouloudia c'est un grand Marseille. C'est dans la ferveur, dans l'attente. Et donc, je pense qu'il y a parfois tout un apprentissage dans apprendre à accepter parfois que l'équipe puisse faire un match nul à la maison ou perdre des matchs. Parce que c'est vrai que c'est autant d'amour apporté et de soutien lorsque l'équipe gagne. Et lorsque le perd, c'est aussi... Quand je dis violence, c'est pas la violence physique, c'est autant il y a l'amour qu'il peut y avoir vous savez, la passion, des fois ça peut être exacerbé, et c'est ce que j'ai ressenti un petit peu, c'est que lorsqu'on perd un match, il y a une telle déception que ça peut se répercuter aussi dans la vie de tous les jours. Et donc il y a cet apprentissage là, mais en tout cas il faut garder cette passion, parce que je trouve qu'en Algérie, la passion du football, c'est quelque chose qui, moi, m'a porté, m'a poussé en tant qu'entraîneur. C'est un souvenir que je garderai à jamais en moi, quoi. Coach, question sur le Mouloudia. On reste sur ce thème. Il y a un centre d'entraînement neuf, ultra moderne. Il y a un nouveau stade. Il y a des moyens financiers plus globalement aujourd'hui pour le football algérien. Est-ce que vous pensez que le Mouloudia est taillé et surtout a construit ses fondations pour
dominer dans la durée sur le foot algérien? Parce qu'on rappelle quand même que le Mouloudia, oui, c'est un club historique, vous l'avez comparé à Marseille. Il y a beaucoup de similitudes entre Marseille et le Mouloudia. C'est son premier titre de champion depuis 2010. C'était même son premier trophée depuis la Coupe d'Algérie en 2016. Donc c'est un club très important dans la culture footballistique en Algérie, mais qui sur ces dernières années ne gagnait pas forcément. Est-ce qu'aujourd'hui le Mouloudia, ça y est bâti pour régner sur la scène domestique et même dominer, pourquoi pas à terme, la scène internationale? Alors, j'ai envie de dire, la volonté, c'est de travailler et de construire. La fierté que j'ai avec le président Hakim Hadji Djem, c'est on était sur la même longueur d'onde et on a voulu vraiment bâtir. On a été des bâtisseurs. Sur 22 mois, on est passé d'un club qui n'avait pas de lieu d'entraînement, qui n'avait pas de stade. En 22 mois, il y a le stade à Lille-la-Pointe qui est magnifique. Il y a un centre d'entraînement, comme vous avez dit, et j'ai pu y apporter ma touche. On a pu changer pas mal de choses, apporter des améliorations. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut, un pôle médical. Les joueurs ont une chambre attitrée à l'année où ils peuvent venir, ils dorment quand ils veulent. Il y a un restaurant où ils peuvent venir prendre le petit déjeuner, le dîner, la collation tous les jours. Il y a 2 terrains, un hybride et un synthétique dernière génération. Il y a salle vidéo, il y a salle de soins, il y a tout. Il y a la salle performance avant l'entraînement. Donc oui, c'est un club qui aujourd'hui est taillé pour s'inscrire sur la durée, aussi bien sur on va dire au niveau national que continental. Et surtout, je pense que ça inspire aussi pas mal de clubs en Algérie, parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, quand je vois la JSK comme elle est structurée aujourd'hui avec leur stade à Tizouzou qui est magnifique, nos moyens, je pense que il faut niveler vers le haut et il faut que tous les clubs en Algérie puissent s'inspirer avec des moyens différents, mais vouloir construire des stades, voir des centres d'entraînement. Vous avez vu cette année, il y a la VAR qui a pu apparaître. Alors, parfois à 2 vitesses, il y a des stades qui sont équipés, d'autres non, mais il y a au moins une volonté de progresser, d'avancer. Et je trouve, moi, ce championnat pas toujours mis à sa juste valeur parce qu'il y a des très bons joueurs. Je trouve il y a une passion, il y a beaucoup de choses et je pense qu'il devrait être valorisé et il faut, voilà, moi je soutiens le président de la fédération, je soutiens les présidents de clubs de continuer de vouloir niveler vers le haut, à avoir des installations qui permettent à nos joueurs algériens de pouvoir devenir de plus en plus professionnels et s'exporter de plus en plus, parce que le joueur algérien a une grande qualité pour moi, aussi bien technique que dans le caractère, la personnalité. Alors, juste le stade Ali-la-Pointe, moi, je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, le nouveau stade Ali-la-Pointe, qui était un combattant emblématique du FLN au moment de la guerre d'Algérie. Donc, je le précise pour ceux qui ne savaient pas, ça pouvait paraître étonnant comme nom. Oui, alors, on voit effectivement dans les clubs algériens un mouvement assez surprenant de l'Europe vers l'Afrique. C'est-à-dire que y a, on en citait des joueurs tout à l'heure en préparant le podcast. Delors, Boudbouz pour parler des Français, mais on va même recruter des internationaux boliviens ou russes ces dernières semaines pour intégrer le championnat. Et ça, c'est étonnant, vu de France. vous avez eu Patrice Andy Delors il y a encore quelques semaines avec vous, si je ne me trompe pas. Oui, ça veut dire que, il y a les moyens économiques d'attirer ces joueurs-là. Et que 2, ils ont l'air plus bon, Andy Delors là revient à Montpellier, mais Boudbouz est toujours là. Ça veut dire qu'eux, ils viennent, on va dire, sans hésitation dans le championnat algérien. C'est assez surprenant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même des salaires conséquents qui peuvent leur être proposés? Mais je pense déjà, lorsqu'un joueur vient dans un championnat en Afrique, c'est que le championnat est attractif. Ils voient, puisque les joueurs discutent entre eux, que ce soit en équipe nationale ou par téléphone lorsqu'ils discutent, ils savent que voilà, il y a une telle ferveur et c'est vrai, jouer un 5 juillet dans un stade du 5 juillet quand il y a 100 000 personnes contre l'USMA, le CRB et autres, dans une carrière de footballeur, il faut demander, moi, Amine Messoussa qui a quitté Lille, j'ai pu le recruter, qui est arrivé au Mouloudia, qui est un jeune joueur, qui n'est pas encore fini. Vous parlez de, bien sûr, Boudbouz ou Andy Delors, sont des joueurs d'expérience qui ont déjà vécu leur carrière. Mais un joueur comme Amine Messoussa qui était à Lille et qui est venu ici, ça peut paraître des choix quand on est jeune de se dire mais pourquoi aller en Algérie, et il ne s'est pas trompé, parce que j'ai discuté avec lui et ses parents, ils sont plutôt contents de l'évolution, parce que venir jouer dans un stade devant 100 000 personnes
où ce sont quand même un niveau qui est plus que bon. C'est des choix qui, je pense, le football, c'est pas que venir chercher des gros salaires, c'est aussi vibrer, c'est aussi s'éclater. Et je pense que tout joueur qui est venu jouer en Algérie, je pense qu'ils auront vécu des émotions dans un stade à Tizi Ouzou, ou comme je vous ai dit, au 5 juillet, ou à Constantine, ou à Oran. Ça veut dire aussi qu'il y a une organisation qui est carrée, que les salaires arrivent, qu'il y a des infrastructures qui vont bien. Enfin, forcément, il y a tout ça qui va avec, sinon ils ne viendraient pas. Et je trouve que les dirigeants sont de plus en plus carrés, ils veulent faire les choses bien. Je pense que la fédération aussi, ils veulent que nos joueurs algériens, qu'ils soient algériens ou qu'ils soient expatriés ou des joueurs étrangers, puissent venir s'exprimer. Et je crois qu'il y a eu quelques reportages dernièrement là, de vos confrères qui ont été faits et qui mettent justement en valeur les étrangers qui viennent jouer en Algérie sont plutôt heureux de vivre cette expérience. Moi, en tout cas, en tant que coach, j'ai aujourd'hui presque 20 ans de carrière en Afrique. L'Algérie reste pour moi un passage qui a marqué ma vie d'homme et d'entraîneur, ça c'est sûr. Et pour revenir sur un propos que vous évoquiez tout à l'heure au début de votre intervention sur moi, ce que j'appelle la culture de la défaite en Algérie, cette politique ultra court-termiste face à l'urgence de résultats. On le voit peut-être aujourd'hui au niveau du recrutement, alors plus de moyens mais plus de joueurs expérimentés. On a cité les internationaux peut-être un peu plus connus en France, mais c'est vrai qu'il y a des champions d'Afrique qui sont revenus. Islam Slimani, alors pour l'instant il est retourné en Belgique, mais il était au CRB. Mboulhi Guedjoura qui sont des champions d'Afrique qui sont revenus aussi au CRB. Il y a Loussif qui a fait après un petit passage en Europe qui est revenu à l'USMA. Pareil au CRB, Zahba Ben Ayada. Est-ce que ces moyens et cette urgence de résultats et cette peur du coup de la relégation ou de la défaite ne peut pas aussi mettre un frein au développement, notamment au niveau de la formation en Algérie? Si, parce que je suis d'accord, c'est une belle question. Moi, l'année dernière, on a eu quand même des joueurs comme Belhamri, comme Belaïli qui sont des grands champions d'Afrique aussi. Et il est évident que lorsque vous voyez là, on a fini les matchs allés et qu'à l'heure où je vous parle, tous les coachs des clubs ont été déjà changés. L'année dernière, nous étions 2 à avoir fait toute la saison. Cette année, sur les 16 clubs, il y a déjà des clubs qui ont changé 2 fois d'entraîneur. Tous les clubs ont déjà changé par rapport au début de saison. Donc, c'est sûr que ça peut paraître un frein. Alors, c'est le cas quand même un peu dans tous les pays qu'il y ait des changements comme ça. Mais c'est vrai que c'est un frein parce qu'il y a cette culture justement où les objectifs de chaque équipe, certaines jouent le maintien, d'autres jouent le podium, d'autres jouent la qualification dans des coupes nationales aussi. Et c'est vrai que dès qu'il y a des fêtes, il y a ce psychodrame autour parce que le public, j'ai l'impression que on n'accepte pas la défaite. En Algérie, c'est très dur à avaler. Et ça prend des proportions des fois un peu exacerbées, mais comme dans la victoire. Une équipe qui gagne, c'est exacerbé aussi. Et donc il faut l'accepter. C'est peut-être culturel là-bas. Il faut l'accepter. Moi, je sais que dans tous les pays où je suis allé, je me suis toujours adapté. J'accepte ce lot. C'est sûr que peut-être que dans un autre pays, j'aurais pas cette séparation à l'amiable, ce ne serait pas passé pareil. Là, je suis arrivé, j'ai tout donné. Sincèrement, j'ai apporté vraiment tout ce que je pouvais faire pour faire gagner cette équipe. Et voilà. Et donc, mais je suis d'accord avec vous. Culturellement, il faudrait pouvoir apprendre pour qu'un coach puisse rester plusieurs saisons, pour que ce coach puisse réellement apporter une philosophie sur le long terme. Alors, il y a quand même un truc qui ne marche pas, c'est les coupes interclubs africaines. Là, quand est-ce qu'un club algérien va réussir à remporter une Ligue des Champions, ne serait-ce qu'une coupe de la CAF, On a la Coupe de la CAF avec l'USMA qui a remporté la Coupe de la Confédération, notamment il y a 2 ans. Et justement, moi, c'était le thème de ma prochaine question. Justement, est-ce qu'ils vont y arriver? Qu'est-ce qui manque pour y arriver? L'une des forces, je trouve, de ce championnat d'Algérie en termes de spectacle, c'est son imprévisibilité. Impossible en début de saison de savoir qui va être champion, qui va être relégué.
Parfois, on a des saisons où, en 2 victoires en toute fin de saison, on passe d'une zone presque relégable à une zone presque qualifiable pour les compétitions africaines. Moi, ma question, coach, est-ce que ce point précis, justement, l'imprévisibilité du championnat et le fait de ne pas avoir de locomotive, comme ce que l'on peut avoir en Égypte avec le Zamalek ou Al Ahly, évidemment, avec l'Espérance de Tunis en Tunisie ou au Maroc avec le Wydad, est-ce que ce thème-là bien précis, c'est pas un frein finalement, non pas au championnat, mais au fait de ne pas avoir de club installé sur la scène continentale et par exemple, aucun club algérien ne disputera la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Ouais, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi sur la réponse et vous l'avez dit. C'est que tout simplement, je pense que ce niveau de championnat reste homogène et que en fait, la différence qu'il peut y avoir, vous avez cité Al Ahly, Zamalek, Pyramide ou l'Espérance de Tunis, c'est que ce sont des équipes qui chaque année, chaque saison, je crois que Al Ahly a 120 trophées. Oui, c'est le club le plus titré sur le continent. C'est-à-dire que les joueurs de Al Ahly, ils sont programmés, ils ont l'expérience pour aller en Champions League. On le retrouve aussi en Europe avec des équipes comme le Real Madrid, on le retrouve comme City. Ils sont programmés et les bonnes équipes du continent qui ne gagnent pas, ce sont des équipes qui chaque année ne font pas toujours la Champions League. Et le problème, c'est qu'en Algérie, vous prenez sur les 10 dernières années, ok, le CRB a fait de nombreuses Champions League, mais il y a 3 ans, il y avait la JSK, l'année dernière, ils n'ont pas fait. Le Mouloudia, l'année dernière, on n'a pas pu faire la Coupe continentale. L'USMA a pu s'inscrire un peu sur la durée et je pense qu'elle aurait pu aller loin en Coupe continentale. Bon, vous savez, après, elle n'a pas pu continuer son aventure. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire, c'est parce que le championnat est tellement difficile et tellement serré que c'est difficile de toujours avoir. Vous voyez Sétif, vous voyez toutes ces équipes, Constantine, oui. Schleff qui l'année dernière a fait 2 matchs et puis après n'a pas pu continuer. C'est que les équipes ne sont pas équipées parce que si on passe le tour des qualifications, on va recruter. Parce qu'il y a aussi un facteur économique. Il faut pouvoir recruter des joueurs qui ont l'expérience en coupe Champions League ou Confédération. Et je vous dis, moi, pour l'avoir vécu, c'est que les niveaux sont très serrés. Vous prenez aujourd'hui Magra, vous prenez Al Bayet, des équipes qui luttent toutes les années pour le maintien. Ce sont des équipes difficiles à jouer, autant à la maison qu'à l'extérieur. Donc c'est un championnat qui est très serré, qui est très éprouvant. Et donc, il n'y a personne qui sort tout le temps du lot en disant « Bon, mais chaque année, ils vont finir champions ». Là, cette année, vous avez Mouloudia, CRB, USMA dans les 3 premiers et la JSK dans les 4 premiers. Donc, ce sont a priori les équipes qui devraient se qualifier pour la Champions League l'année prochaine. Et si le Mouloudia arrive chaque année à faire des Champions League, je pense que c'est un club qui peut un jour gagner une Champions League. Mais pour cela, il faut que chaque année, elle soit sur ce niveau-là, chaque année qu'elle soit en Champions League. Patrice Baumel, toujours avec nous, qui était encore coach du Mouloudia il y a quelques semaines, aujourd'hui au Qatar à Salal. Alors, Patrice parlait de l'USMA qui a arrêté son aventure, c'était en rapport à l'affaire avec Berkane, on en a parlé dans notre premier podcast déjà il y a un mois de cela, évidemment. Il y a prescription maintenant, Patrice. Est-ce que quand Belmadi a quitté son poste de sélectionneur, est-ce que vous avez été approché par la Fédé pour prendre sa suite ? Alors approché non, parce que j'étais au Mouloudia et que je suis quelqu'un, c'est vrai que lorsque je m'engage quelque part, j'aime aller au bout. Vous regarderez un petit peu de mes CV, j'ai jamais trop laissé tomber en cours pour aller ailleurs. J'aime aller au bout des choses. Par contre, c'est sûr que cette sélection est magnifique et avec des grands joueurs, et elle fait rêver. Et particulièrement, moi, en tant qu'entraîneur, sélectionneur, un jour pouvoir entraîner les Fennecs, c'est un rêve pour moi. Mais voilà, il y a eu des bruits de couloir. Mais je pense que... Oui, on les a entendus jusqu'ici, c'est pour ça que je pose la question. Oui, ça a un peu crié, mais j'étais, en fait, je voulais vraiment finir mon aventure avec le Mouloudia. Être champion avec le Mouloudia, c'est quelque chose qui est incroyable. Mais c'est sûr que si on m'avait proposé, je sais qu'on en avait parlé avec mon président et il aurait eu la fierté, l'honneur de pouvoir me laisser partir si ça avait dû avancer. Mais bon, voilà, c'était des bruits de couloir, il y avait des éventualités.
Mais très heureux d'avoir fini cette aventure avec le Mouloudia en étant champion. Et puis voilà, on a encore le temps. Même si ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu, je suis encore jeune. Et un jour peut-être je serai à la tête des Fennecs. Mais voilà, j'adore cette sélection. Il y a du caractère, il y a de la passion, il y a tout pour réussir. Coach, vous avez été adjoint, vous avez été sélectionneur, vous avez été entraîneur en Algérie. On parlait justement de la succession de Djamel Belmadi. Et là, ça me revient, je repense à une philosophie, entre guillemets, de Djamel Belmadi, notamment sur la seconde partie de son mandat, qui estimait qu'aucun joueur, ou presque, ne pouvait évoluer en Algérie et défendre les maillots de la couleur de la sélection parce que le championnat était de trop faible niveau, et à l'exception de certains, je pense au capitaine de l'USMA Belaïd, c'est vrai qu'on avait peu de joueurs convoqués qui pouvaient avoir un rôle important. Là, cette saison, il y a un jeune Boulbina au Paradou qui performe. Exactement. Il y a Lilette à l'USMA qui est aussi très, très performant depuis plusieurs années. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous pensez que pour arriver en sélection d'Algérie aujourd'hui, il faut quitter le championnat algérien de manière presque automatique pour avoir une chance? Alors c'était peut-être à l'époque où il était, où il suivait, il avait peut-être des joueurs qui évoluaient dans des grands championnats. Moi aujourd'hui, sincèrement, lorsque vous avez cité Boulbinas, qui est un jeune espoir très talentueux, à Lillette, je citerai des joueurs que j'ai pu avoir aussi, Laimia, Naïdji, qui l'année dernière avait fait une grosse saison. Qui ont déjà été convoqués en plus. Bien sûr, moi quand je vois un Ben Hamassa ce qu'il fait, des Bourras et d'autres dans d'autres clubs, sincèrement je pense que ce sont des garçons qui peuvent apporter aussi une expérience en jouant des matchs de Champions League, quand vous allez jouer au Tipi Mazembe, quand vous allez jouer Hilal, quand vous allez jouer Young Africa, ou le Serbé qui avait pu jouer Orlando Pirates ou Al Ahly. Je pense qu'il y a certains joueurs qui mériteraient d'être suivis. Je vois aujourd'hui Abdelawi, mon capitaine, oui. Mon ancien capitaine, qui fait quand même des gros matchs, Rezala et autres. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir prendre certains joueurs pour justement amener ce dynamisme, parce que, encore une fois, ce sont des joueurs qui sont du pays. Et moi, j'imagine un joueur comme ça, sélectionné avec les Fennecs, ils vont amener tout un réservoir de supporters du Mouloudia, du Paradou, de l'USMA. Ça va drainer les familles et tout, et ça va être magnifique. Et je pense qu'il faut penser à ça. Il y a ce facteur motivationnel qui est important. Et je pense que, sincèrement, ce sont des joueurs qui mériteraient d'être vus, d'être suivis, d'être mis au milieu des grands joueurs qui évoluent dans les grands championnats. Parce que pour moi, ils ont du caractère, ils ont du talent. À suivre. Mais oui, il y a du potentiel dans ce championnat. Et voilà, il faut que le sélectionneur puisse vivre au pays, suivre le championnat, peut-être travailler aussi avec l'entraîneur du Tchad pour pouvoir justement faire des vases communicants. Voilà. Merci beaucoup Patrice Baumel, c'était super intéressant. Et puis, avec grand plaisir. On avait déjà eu une expérience ensemble il y a 1 an et demi quand on avait fait un after à Alger. C'était génial. Qui était super. J'ai un grand souvenir. Ouais. Et pour nous aussi. Qui est toujours disponible en podcast pour ceux qui l'ont raté, je vous signale. Ouais, non, c'était un beau moment et, à revivre. Et puis voilà, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous parce que la passion du football est présente et c'est toujours un plaisir de discuter de football avec vous. Merci Patrice Baumel et bonne chance au Qatar. On espère là aussi un titre, pourquoi pas, très vite. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Bonne continuation. Bye bye. Merci. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. J'allais le dire, on enchaîne. Hamza, avec notre débat. Et pour débattre avec nous, on va accueillir Mehdi. Mehdi de DZ Foot. Évidemment, DZ Foot incontournable quand on parle de foot algérien. Le média de référence sur les réseaux sociaux et de partout. Mehdi, bonjour. Bonjour à vous. C'était très sympa la première partie déjà. Ah, t'as appris 2-3 trucs avec Patrice Baumel, toi qui suis le foot algérien. Il y a des choses intéressantes. Ouais. Il y a des choses intéressantes dans ce qu'il disait, tout à fait. Et il y a peut-être des choses qui
qui sont peut-être un peu différentes quand on les voit de l'extérieur. Mais oui, globalement, oui, il a raison dans ce qu'il dit par rapport au... C'est que ça va un peu vite, les clubs algériens actuellement, c'est qu'ils veulent rattraper un peu le retard et ça va un peu vite. Il y a des moyens, il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur la table. Il a aussi contribué, je pense pour moi, plus important, plus que le titre qu'il a ramené au Mouloudia, le plus important, c'est la contribution qu'il a faite, comme il l'a dit, par rapport au centre d'entraînement. Ça, c'est un acquis pour le football algérien. Et pour le reste, oui, les entraîneurs, ils servent de fusible. Là, le concurrent direct du Mouloudia, l'USMA, son grand rival, pareil, ils viennent de virer leur entraîneur alors qu'il est à 2 points du leader. Il est encore qualifié en Coupe d'Afrique. C'est un truc culturel en Algérie de vouloir se séparer des coachs à la première anicroche, en fait. Parce que ça, c'est ce que je comprends dans ce qui s'est passé pour Patrice. Oui. Je ne dirais pas que c'est culturel. Il l'a dit, c'est global, ça arrive dans beaucoup de pays, même beaucoup plus en Afrique, bien sûr, qu'en Europe. Mais oui, c'est là pareil. Le coach du Mouloudia, il a sauté parce qu'il a perdu 3-0 dans le derby contre le Mouloudia. C'est pour ça qu'ils l'ont viré. Alors que de l'USMA, pardon. Ouais. Alors que globalement, les résultats sont vraiment quasiment parfaits. Donc oui, c'est parfois, ça répond un peu aux supporters. Le président de l'USMA, qui est à la base un supporter, qui est devenu président cette année, il a un peu anticipé, il a pris le pouls des supporters. Au Mouloudia, c'est un peu pareil. C'est aussi. On ne veut pas avoir le peuple du club contre soi, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est qu'on écoute un peu trop peut-être les supporters, un peu trop la rue, un peu trop la vox populi, alors que le but d'un dirigeant, c'est quand même de construire, c'est de travailler à long terme, et c'est ce qui manque encore un petit peu. Alors, tiens, je ne l'ai pas dit, mais tout à l'heure, on disait que les clubs algériens n'arrivaient pas à gagner la Ligue des Champions. La dernière victoire d'un club algérien, ça remonte à 2014. 2014. C'est l'entente de Sétif. Ouais. Exactement. Alors, c'est une période un peu particulière où les clubs tunisiens et égyptiens étaient un peu en crise, parce qu'il y avait une crise sociale dans leur pays. Et donc, il y avait une petite fenêtre, on va dire, à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, parce que le Ahly, le S Tunis sont un peu revenus au premier plan. Il y a un chiffre que j'aimerais partager avec vous avant qu'on parle de la sélection et qui va faire un lien entre les clubs et la sélection. Aujourd'hui, en Ligue 1, il n'y a plus que 11 Algériens. C'est rien. En Ligue 1, toute la Ligue 1. Toute la Ligue 1. Il y a 19 Sénégalais, il y a 24 Marocains, il y a 25 Ivoiriens. Il n'y a que 11 Algériens. Quand on connaît les liens entre les deux pays, quand on connaît l'importance de la communauté algérienne en France, Hamza, Mehdi, vous avez une explication ? Peut-être qu'on en compte nous un peu plus parce qu'il y a des franco-algériens qui sont oui, attention. Là, on parle les compte. Voilà, là, on compte pas. Les internationaux. Je compte pas Cherki, par exemple. Tu vois, qui est potentiel. Ou Akli. Non, mais voilà. Mais ça vous étonne pas ce chiffre ? Évidemment, oui. Internationaux. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est nouveau, c'est qu'on a de plus en plus de joueurs qui viennent d'ailleurs que de France. On a des joueurs qui sortent aux Pays-Bas, on a des joueurs qui sortent en Allemagne, on a des joueurs qui viennent du Danemark. Donc ça, c'est une évolution, c'est qu'on avait beaucoup moins ça qu'avant, enfin, quasiment pas. Avant, ça venait les joueurs qui sortaient, ou en tout cas les franco-algériens, c'était eux les principaux joueurs qu'on avait à l'étranger. Après, il y a une petite part de joueurs qui partent d'Algérie, mais ils ont toujours été très peu nombreux. Donc après, c'est l'internationalisation du football. Hein. Vous avez des Kazakhs, vous avez des gens de partout, donc vous êtes en concurrence plus globale. Bon, non, mais voilà, je voulais donner ce chiffre qui peut paraître étonnant. Alors, je précise qu'avec l'arrivée de Benasser à Marseille, on monte à 12. On monte à 12. Mais ça reste quand même... On en a eu même quasiment 6 ou 7 sur un même match, sur Angers-Marseille. Oui, c'est vrai. Lali, Ferhat, il y a une concentration là sur Angers et Marseille, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les binationaux viennent aussi d'ailleurs, comme tu l'évoquais, et effectivement, il y a même Farsi qui lui joue aux États-Unis, donc c'est effectivement né au Canada, qui joue aujourd'hui aux États-Unis à Columbus Crew. Donc c'est vrai que aujourd'hui, la sélection algérienne ne veut plus forcément dépendre que des binationaux franco-algériens. On va
essayer de ratisser large lorsqu'il s'agit de faire la politique binationale, de développer cette politique de recherche de binationaux. Alors, que vaut aujourd'hui la sélection algérienne? Je pose cette question-là au mois de février parce qu'évidemment, il y a la CAN qui arrive, il y a d'autres échéances entre-temps puisqu'il y a la qualif à la Coupe du Monde. On se souvient des échecs récents. Il faut qu'on fasse un point ensemble. On va accueillir Adèle également, qui est un auditeur fidèle de l'After et qui est avec nous, qui nous écoute depuis tout à l'heure. Salut Adèle. Bonjour Gilbert, bonjour à tous. Salut, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci et ravi de pouvoir échanger avec Mehdi de DZ Food. J'aimerais ouvrir une parenthèse et le remercier pour le travail qu'il fait auprès de l'équipe nationale et du football algérien ces dernières années. Merci beaucoup. Alors, je vous pose à chacun la question, et Hamza en premier. Aujourd'hui, là, février 2025, si tu devais faire un état des lieux, qu'est-ce que tu dirais ? Je pense que pour répondre à la question aujourd'hui, les expériences passées nous ont prouvé que ça ne sert à rien de répondre à cette question lorsqu'on n'est pas sur les compétitions internationales. En fait, tu peux être en forme sur toute la préparation, tu peux avoir un style de jeu léché, tu peux avoir des résultats hyper impressionnants. Le plus important, c'est le jour J. Tu peux être en tête de ta poule de qualif à la Coupe du Monde, ce qui est le cas. Dans un groupe compliqué d'ailleurs. Tu peux être qualifié à la CAN, mais tu n'en sais pas plus. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Aujourd'hui, les matchs les plus importants et la priorité, c'est évidemment ces qualifications pour la Coupe du Monde dès le mois de mars avec le match au Botswana puis la réception du Mozambique. C'est un groupe hyper serré où quasiment toutes les équipes, à l'exception du dernier qui est la Somalie, se tiennent en 3 points. Le plus important aujourd'hui, ça va être de gagner ces matchs. Et ce n'est pas parce que tu gagnes ces matchs et que potentiellement tu te qualifies à la Coupe du Monde que tu arriveras avec un statut au Maroc en janvier prochain. Parce qu'à ce moment-là, le match le plus important, ce sera le premier face au Soudan. Et les 2 expériences passées lors des 2 dernières Coupes d'Afrique nous ont montré que débuter par une non-victoire lors de la première journée, ça peut te mettre dans des difficultés pas forcément attendues. Et là, c'est l'aspect psychologique qui s'en retrouve bouleversé. Donc, effectivement, en termes de qualité intrinsèque, si on s'amuse ou si tu prends une feuille et tu notes les 25 meilleurs joueurs algériens ou que tu joues à des jeux vidéo, tu as de quoi te régaler. Ou que tu prends les 11 de départ, tout Très simplement. sincèrement, tu peux te régaler. Il y a un effectif, je trouve, assez, en termes de qualité individuelle, très fourni et de qualité vraiment exceptionnelle pour le continent africain. Maintenant, le plus important, c'est la réalité du terrain. Adèle, tu répondrais quoi à la question, toi ? Moi, je suis plutôt dans les chiffres et j'essaie d'être factuel. On s'est qualifié tout de même avec 16 points pour la prochaine CAN. Aujourd'hui, pour moi, l'équipe d'Algérie, ce qui est intéressant, c'est son statut. C'est qu'on n'entend plus trop parler d'elle comme on a pu l'entendre après le 2e sacre en Coupe d'Afrique en 2019. Et je pense qu'on est meilleur lorsqu'on reste un petit peu sous le feu des radars. C'est cette position que moi je vois. Et là, on va arriver au Maroc en n'étant pas des favoris. Il ne faut pas me dire que l'Algérie aujourd'hui est un favori. Pour moi, c'est pas vrai. Au vu des dernières prestations réalisées sur des grandes compétitions, nous ne sommes pas favoris. Et je pense que c'est avec ce statut-là qu'on va pouvoir, en tout cas, je l'espère, réaliser de bons résultats. Mehdi, ton avis ? Oui, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec Adèle. C'est la meilleure position pour nous. Et clairement, les 2 dernières CAN ne nous plaident pas pour nous placer en favori. Ensuite, on n'a pas d'assurance parce qu'il y a un nouvel entraîneur depuis 1 an et il n'a pas disputé de compétition officielle. Donc c'est difficile de juger sur les matchs d'élimination de la Coupe du Monde ou de Coupe d'Afrique pour savoir si cette équipe est revenue au niveau escompté. Ensuite, il y a un facteur qui joue pas mal. C'est que, je ne sais pas si c'est tellement psychologique, mais généralement quand on joue quand même une coupe en Afrique du Nord, ça va mieux. On semble globalement mieux que quand on joue en Afrique subsaharienne. Donc ça peut être un avantage, mais ça ne... Pas un peu impulsif ça, à chaque fois on ressort les mêmes histoires. Oui, non, on l'avait prouvé. Quand on regarde les dernières CAN, 2019 en Égypte, 2004 en Tunisie, enfin, globalement, les résultats sont meilleurs. Après, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être simplement psychologique, c'est pas autre chose que ça. Mais ce qui est très important surtout, c'est de se dire, d'arriver avec modestie. De finir, c'est fini de venir en se disant ouais on a les joueurs, on connaît nos joueurs, on a des joueurs qui jouent partout, etc. Non, faut être modeste quand on entame cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, qui est très compliquée, qui est très différente des autres grandes compétitions internationales, comme l'Euro ou la Copa América. Et voilà, faut vraiment être modeste et venir prendre match par match et vraiment
ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et le vainqueur, ce sera toujours celui qui mettra tout sur le terrain et qui met l'ego de côté, qui met le niveau ou le club d'où il vient de côté. Que pensez-vous des débuts de Petkovic, les gars? C'est assez surprenant. Enfin, personne ne s'attendait à ce qu'il déboule en Algérie au moment de la succession. Il y avait plein de noms qui étaient évoqués. C'est pas le sien qui est arrivé en tête de liste. Bon, bah, c'est lui. Pour l'instant, effectivement, bon, ça fonctionne. Je veux dire, il y a les résultats, voilà, mais il n'y a pas fait de grande compétition pour l'instant, de compétition officielle, vous l'avez dit. Est-ce que globalement, dans ses choix dans le choix des hommes, dans sa gestion au quotidien, est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce qu'il y a des trucs qui vous chiffonnent? Enfin, Hamza, en commençant par toi, qu'est-ce que tu peux dire un an après? Les résultats, oui, sont là. Moi, je me souviens d'un match plutôt intéressant face au Libéria à domicile. Le problème, c'est l'adversité. Donc, en fait, on en revient à cette même question. Tu ne sais pas ce que vaut cette équipe. Moi, à titre personnel, mais je ne suis pas coach et j'ai l'humilité quand même de rester à ma place. Mais c'est vrai qu'il y a des choix quand même assez surprenants. Un joueur comme Fares Chaibi, par exemple, qui... il y a souvent cette question sur un joueur qui découvre le football africain. Combien de temps va-t-il mettre avant de s'adapter, de pouvoir performer? Lui, ça a été immédiat. Avec Jamel Belmadi, justement, c'était peut-être l'une des seules satisfactions sur les dernières semaines du mandat de Belmadi. Arrive ce qui arrive à la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne joue que le premier match en tant que titulaire. Et puis c'est vrai qu'après, on l'a vu au mois de mars. Là, on l'a revu convoqué au mois de novembre. Mais entre-temps, il était totalement disparu alors qu'il avait des performances plutôt intéressantes à Francfort. Donc voilà, c'est des choix plutôt individuels. Après, sur le côté positif, j'aime bien le passage à 5 derrière parce que j'ai l'impression que la constitution de l'effectif fait que tu peux plus facilement gommer notamment les qualités, surtout les défaillances individuelles de tes joueurs derrière, de tes 4 historiques, entre guillemets, sans compter Ait Nouri qui ne fait pas forcément partie des historiques, mais aujourd'hui titulaire. Donc voilà, après il y a aussi cette défaite face à la Guinée à domicile, donc il y a quand même pas mal d'interrogations aujourd'hui. L'interrogation principale que j'avais, moi, c'est pourquoi prendre un coach qui ne connaît pas forcément le foot africain, et encore une fois, l'expérience sur la scène africaine, elle est extrêmement importante, pour ne pas dire fondamentale, quel que soit le poste. Donc voilà, j'ai aujourd'hui quelques petites réponses, mais encore, très sincèrement, je suis loin d'avoir déjà, premièrement, toutes les réponses, et d'être totalement emballé ou satisfait. Adèle, ton avis sur Petkovic? Quand il est arrivé, un peu contrasté, on va pas se mentir. On a vu les premiers matchs amicaux contre l'Afrique du Sud, notamment. Moi, j'en garde pas vraiment un très bon souvenir. Derrière, on perd contre la Guinée. Petkovic, il y a un point qui est positif, c'est que lui, à la différence de Belmadi, il fait un travail actif sur le championnat algérien et il veut trouver des pépites pour les intégrer en équipe nationale. Alors, la question que je me pose, connaissant un peu la ferveur en Algérie, est-ce que c'est vraiment son propre choix ou est-ce que ça lui a été dicté par la fédération ou il y a d'autres personnes autour qui lui ont dit il va falloir que tu intègres des binationaux? Parce que je rappelle une chose importante, c'est qu'en fin d'année 2024, il y a eu le petit problème avec, comment il s'appelle déjà, avec Belhamri, qui avait critiqué les joueurs binationaux qui venaient en sélection en expliquant qu'ils ne faisaient pas les efforts nécessaires. Donc est-ce que cette histoire qui était sortie au grand jour n'a pas fait que Petkovic se dit bon, je vais en intégrer quelques-uns histoire de faire taire un petit peu ceux qui parlent depuis longtemps, parce que Belmadi était radical à l'époque sur ça. Pour lui, le championnat algérien ne pas participer à des compétitions internationales avec l'équipe nationale. Donc Petkovic demande à voir. On a vu que des matchs amicaux et quelques matchs de qualif. Il faut voir sur les grandes compétitions maintenant. Mehdi, qu'est-ce qu'on dit chez DZ Foot? Premièrement, c'est un caractère totalement différent de Belmadi, donc ça change beaucoup par rapport à la gestion de groupe. C'est moins éruptif. Exactement, c'est moins éruptif. C'est un peu plus suisse. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça peut être une réussite, parce que le caractère de Belmadi a été très important en 2019. C'est lui qui a réussi à donner cette grinta à l'équipe. Mais pour le moment, hors compétition officielle, pour le moment, c'est globalement positif son travail. On voit sur les matchs qu'il est quand même assez réactif sur les deuxièmes mi-temps. Il y a eu des choix forts, il y a eu quelques choix, comme notamment le fait de ne pas avoir appelé Mahrez, l'avoir laissé, et puis avoir essayé de voir comment il réagissait. Il est revenu. Pour Chaibi, par exemple, je ne suis pas d'accord avec Hamza par rapport... Je pense que c'est plus le fait que ce soit un joueur polyvalent qui n'a pas de poste vraiment fixe. C'est-à-dire, je pense qu'il a même un peu le même problème en club actuellement avec Leverkusen, avec Francfort. C'est peut-être plus ça, parce que je pense pas vraiment qu'il y a un problème de binationaux, nationaux, même s'il y a, il y a eu un moment,
Petkovic, pour aller dans le sens d'Adel, on lui a demandé, oui, contrairement à ce que ne faisait pas peut-être justement Belmadi, de rester un petit peu en Algérie, de regarder les matchs, d'aller faire un peu ses tournées. D'ailleurs là, il était à Schleff il y a 2 jours, parce qu'il cherche. Il y a des postes où il y a des manques. C'est-à-dire que là il vit en Algérie tout le temps. Il fait pas genre 3 jours par mois et il rentre chez lui. On a lu dans le contrat qu'il avait une obligation de 3 semaines, 1 semaine par mois, genre 3 semaines restées. Bon, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, il fait ça. Il a fait ça au début, c'était un peu pour le coup médiatique. Là, pour aller dans le sens d'Adel, c'était un peu médiatiquement, il a fait la tournée des clubs. Mais concrètement, il le fait le travail. Et ce que disait tout à l'heure Patrice, par rapport à l'équipe A', parce que là, ils ont relancé l'équipe A'. Oui, l'équipe du Chan, disait Patrice. Voilà. Ça ne sera pas que le Chan, il y aura aussi la Coupe arabe des clubs, la Coupe arabe des nations, pardon, à la fin de l'année au Qatar, dont on est tenant du titre. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Ils travaillent ensemble actuellement, c'est ça qui est bien, ils vont voir les matchs ensemble. Et comme je disais, en sélection, les sélections A, il y a un problème en défense. On a un problème de gardien, on n'a pas de gardien, et on manque de défenseurs centraux. C'est que derrière Mandi, Tougaï ou Ben Sebaini, c'est très compliqué de trouver quelqu'un d'autre. Si l'un d'eux se blesse, c'est plus possible de faire une défense à 5. Donc voilà. Donc c'est très compliqué, et je pense que c'est surtout ça qu'il cherche actuellement en allant dans les stades. Donc globalement, oui, plutôt satisfait de ce qu'il fait. Il est réactif. Voilà. Donc pour le moment, c'est plutôt pas inintéressant ce que fait Petkovic. C'est surprenant par rapport à son profil. Bon, c'est qui c'est toujours Mandrea le gardien là? Il y a Gendouzi maintenant qui joue à Persépolis en Iran. En Iran, ouais. Ah ouais, c'est pas forcément super. Mandrea qui avait perdu sa place à Caen, là, qui est revenu. Oukidja qui est sorti de sa retraite internationale, qui avait joué, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était face à la Guinée équatoriale en novembre. Ouais. Sauf que maintenant il est sorti aussi de Metz, il est plus titulaire. Donc j'ai rêvé où Chaouchi, ou le vieux Chaouchi a dit je suis disponible. 40 ans. Il fait pareil de lui parce que il est en D2, mais son club il joue la montée. Bon, ça va être compliqué, mais il joue surtout en coupe là. Ils vont jouer les quarts de finale et Mais bon, là c'est compliqué quand même d'imaginer un retour d'un joueur comme Chaouchi. Donc il faut trouver des solutions. Ça sera peut-être dans le championnat. Il y a peut-être des jeunes joueurs qu'il faudra lancer. Il y a un gardien qui avait lancé Patrice qui s'appelle Ramdan avec le MCA, mais bon, je pense qu'il est encore un peu loin. Et donc voilà, c'est vraiment un poste où il faut trouver... Tout à l'heure, je lui ai posé la question à Patrice Baumel. Il n'aurait pas fait un bon sélectionneur, franchement. Il connaissait le championnat par cœur. Il était sur place. Lui, on a bien compris qu'il attendait que ça. Peut-être que... je sais pas. Peut-être que le Mouldia voulait pas le lâcher. Peut-être qu'on cherchait un profil... plus on va dire plus connu, plus coté au niveau sélection, enfin je sais pas pourquoi est-ce que son nom n'a pas filtré, mais oui, il aurait pu tout à fait être un entraîneur très intéressant, mais c'est peut-être un peu tôt, c'était peut-être un peu tôt, peut-être 1 an après ça aurait pu le faire, mais à ce moment-là c'était peut-être pas le bon moment. Mais pour revenir et pour conclure sur ce dossier-là, c'est vrai qu'il y a des postes aujourd'hui sinistrés en sélection sur le secteur défensif et principalement celui de gardien, mais à contrario, il y a des postes où tu peux renouveler ton groupe, où tu as une dizaine de joueurs de talent, notamment dans l'entrejeu. Un joueur comme Benasser, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera son utilisation, parce que mine de rien, on ne l'a pas beaucoup vu sous Petkovic à cause de sa blessure, ça reste quand même un cadre. Dans quel registre on pourra le revoir en sélection? Il y en a d'autres qui ont réussi, avec quelques minutes, à grappiller du temps de jeu, à avoir aussi la confiance de Petkovic. Je pense à Gendouzi, que je trouve excellent en sélection. Donc, et puis le secteur offensif, je n'en parle même pas. Donc, effectivement, il y a un travail de fond qui est fait par le sélectionneur et par son staff sur la scène domestique qui est plutôt, moi je trouve, intéressant et à valoriser. Adel, est-ce que Mahrez doit être un des tauliers de l'Algérie à la prochaine CAN? Moi je me souviens des polémiques à la dernière où la moitié de l'Algérie en voulait plus. Alors, pour moi, Mahrez, il doit et restera un taulier quoi qu'il arrive. À partir du moment où il continue à jouer en compétition, même si c'est dans des championnats, ce que j'appelle les championnats un peu exotiques, on a besoin de Mahrez. Mahrez en forme, c'est quelqu'un qui a un gros volume de jeu et qui peut nous débloquer des situations. Il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Je sais qu'il ne faut pas ruminer le passé dans le football, mais sur des grandes compétitions, on a besoin de ce genre de joueur avec l'expérience qu'il a. Donc pour moi, clairement, Mahrez, oui, il a sa place en sélection et ça doit être notre capitaine. Et juste pour compléter ce que disait Mehdi tout à l'heure sur Petkovic, c'est vrai qu'en Algérie, après post-Belmadi, on avait besoin d'un sélectionneur avec un certain calme et sérénité. Et c'est vrai que ça, il l'a apporté, surtout notamment dans les conférences de presse qui sont aujourd'hui beaucoup plus agréables à regarder que ce qu'on avait connu avec Belmadi à l'époque. C'est vrai que Belmadi, il était toujours un peu en guerre avec les médias. Ça, malheureusement, c'était un peu permanent. Pour conclure, les gars, j'ai vu là que Slimani avait tenté de mettre un petit coup de pression à Cherki
en mode fais ton choix, mon coco. Alors lui, il peut jouer dans plein de sélections différentes. Cherki, je sais que l'Algérie a toujours été très offensive sur les binationaux. Tout à l'heure, on parlait d'Akliouche. Mehdi, un petit point sur ce dossier-là, à DZ Foot. Là, je ne sais pas si vous avez peut-être des petites infos en coulisses sur le boulot qui est fait sur les binationaux en ce moment par la Fédé. En fait, encore une fois, à l'époque de Belmadi, c'est vrai qu'il n'avait pas forcément des joueurs comme ceux qui sont arrivés actuellement. Il y a Maza, Ibrahim Maza qui vient du Hertha Berlin. Il y a Hadj Moussa qui a explosé du côté de Feyenoord. Ah oui, qui a fait venir à Lille au mercato d'hiver. Tout à fait, ouais. Il y a le jeune avançant de Chiara à Copenhague. Donc il y a des joueurs qui sont apparus un peu vraiment dernièrement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là quand il était là. Donc ce sont des joueurs qui sont arrivés. Il y a eu un travail au niveau de la fédération. D'approche fait. Ce sont des joueurs qui ont des profils qui font qu'ils ont accepté de venir tout de suite en sélection. Après, oui, le cas de Cherki, oui, il peut jouer pour l'Algérie, pour la France ou pour l'Italie. Et il faut aussi souligner le rôle de ceux qui sont derrière, notamment le papa de Cherki, qui peut-être dit oui un peu à tout le monde et ne dit oui à personne en même temps. Donc c'est aux joueurs que revient le choix au final. Hein. C'est-à-dire qu'on parle souvent des pressions, des clubs, etc. Mais au bout d'un moment, c'est aux joueurs de choisir. Il a l'âge maintenant voilà, il peut plus tergiverser. Et il doit maintenant choisir pour qui il veut jouer. Messieurs, je vous remercie. Adèle, merci beaucoup. C'était sympa de t'avoir. Merci à vous tous. Et à très bientôt pour parler foot de l'équipe d'Algérie dans l'after. Mehdi, merci beaucoup. Bon, on compte sur DZ Foot pour parler de notre podcast. Hein. Bah ouais, on va le partager. Génial. Eh ben, écoute, vous serez toujours les bienvenus, les gars. Merci Mehdi et bonjour à toute l'équipe. Merci à vous. Salut Mehdi, à très bientôt. On passe à l'actu du jour. Hamza, enfin à l'actu de la quinzaine. C'est parti. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Une information importante publiée il y a quelques jours, la FIFA suspend le Congo-Brazza. Jeudi dernier, la FIFA a annoncé donc la suspension avec effet immédiat de la FECOFOOT. Conséquence, la sélection U17 ne disputera pas la CAN de sa catégorie au mois d'avril. Et surtout, la sélection A ne pourra pas défendre ses chances lors des éliminatoires de la Coupe du Monde en mars, sauf levée de la suspension d'ici là. La cause, la mise en place d'un comité ad hoc par le ministère des Sports en septembre dernier. Des ingérences gouvernementales jugées contraires au statut de la FIFA. Il est vrai, plus habitué à sanctionner certains pays que d'autres, plus facilement en tout cas. Congo-Brazza qui participe plus aux grandes compètes depuis longtemps. Hein. Ça, on les a perdus de vue. Et qui sont dans la poule du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie pour les qualifs Coupe du Monde. Autre pays, une saga qui est terminée. La Tunisie tient enfin son nouveau sélectionneur. Sami Trabelsi a été nommé à la tête des Aigles de Carthage, sans titulaire au poste depuis le départ de Fawzi Benzarti en octobre dernier. La fédération a officialisé le retour de Trabelsi sur le banc de la sélection au retour, car il avait déjà occupé le poste entre 2011 et 2013. Sous ses ordres, la Tunisie avait été éliminée en quart de finale de la CAN 2012, éjectée au premier tour de la CAN un an plus tard en Afrique du Sud, mais avait aussi remporté le CHAN au Soudan en 2011. Ancien international tunisien dans les années 90, Trabelsi débutera son mandat lors de la trêve du mois de mars avec 2 matchs de qualif face au Libéria puis face au Malawi. On rappelle que la Tunisie est en tête de sa poule avec 2 points d'avance sur la Namibie. Stratégie de sélectionneurs locaux en Tunisie depuis un moment maintenant. Oui, alors il y a aussi des problèmes financiers. La fédération, ça ne va pas forcément au mieux. Ils ne proposent pas forcément des salaires qui pourraient attirer... On parlait de Carlos Queiroz il y a quelques semaines, par exemple. Bon. On n'a pas parlé de Roger Le Maire cette fois. Pas encore. Le mercato qui est terminé quasiment partout dans le monde, mais avec 2 records de transfert qui ont été établis par des joueurs africains. Le record de l'international togolais Kevin Denke n'aura tenu que quelques semaines. Cincinnati avait déboursé plus de 15 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien buteur du Cercle Bruges. Record historique pour le championnat états-unien de MLS. Mais le record a été détrôné par un autre international du continent. Emmanuel Latlat s'est engagé la semaine dernière à Atlanta United. International ivoirien depuis juin dernier. Le buteur performé à Middlesbrough en 2e division anglaise. 18 buts la saison dernière, 11 cette saison avant son départ aux États-Unis. Montant du transfert annoncé 21 millions d'euros, prix qui peut même atteindre les 26 millions avec les bonus. Et
puis il faudra qu'on parle de Samuel Eto'o de plus en détail dans un prochain podcast, Hamza, parce que la CAF l'a remis en lice pour éventuellement intégrer son comité exécutif. Je rappelle que Samuel Eto'o est en violation d'un article des statuts de la FIFA sur les paris sportifs, puisqu'il a passé une sorte de deal individuel avec une boîte de paris, ce qui, dans l'absolu, est interdit. Il est ambassadeur d'une société de paris. Donc le tribunal arbitral du sport a demandé à la CAF de réexaminer son dossier, ce que la CAF fera, avant peut-être de le rebloquer, on verra. Mais enfin, c'est un feuilleton, le feuilleton Eto'o. La suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode, exactement. On vous réserve quelques surprises, d'ailleurs, concernant le Cameroun dans les semaines qui viennent dans l'after. Hamza, merci beaucoup. Merci à toi, Gilbert. Et puis, et prochaine fois, avec Nico Jamin, il faudra aussi parler de la CAN U20, parce qu'il y a le tirage au sort. Dans quelques heures, au moment où on enregistre ce podcast. Voilà, le podcast After Afrique, c'est tous les 15 jours sur RMC. Merci Hamza, et à la prochaine. RMC After Afrique.